la question de la sécurité alimentaire, chaîne de valeur agricole et adaptation climatique. Quelle trajectoire pour l'agribusiness tunisien? Marhaba bikoum. Vraiment honoré de pouvoir modérer ce panel. Emna Khrouf, donc un parcours dans le consulting. J'ai eu à piloter des activités de consulting en Afrique et actuellement je siège dans certains conseils d'administration. Je voudrais presque rebondir sur ce qui a été dit par Sihedi et Siferid autour de la confiance, autour des enjeux financiers, autour de cette équation qui n'est pas évidente entre une régulation de plus en plus forte et de plus en plus exigeante pour pouvoir accompagner une ouverture, une innovation et une inclusion. Donc l'équation n'est pas forcément évidente pour un pays comme la Tunisie parce qu'on a nos propres contraintes, nos propres réalités, mais on doit rester connecté à un système exigeant, un système qui ne gère pas les exceptions et qui ne sait pas s'adapter à des réalités qui sont parfois difficiles. Donc je voudrais vraiment revenir sur cette équation pour qu'on puisse, avec nos panélistes, aller vraiment sur des recommandations. Et c'est ce qu'on va essayer de décliner dans ce format de 40-50 minutes, autour de recommandations qui peuvent être on va dire, adapté au contexte tunisien, inspiré des benchmarks internationaux, et on a pas mal d'intervenants qui ont eu des parcours à l'international et qui connaissent bien le contexte tunisien. Donc on va vraiment focaliser sur la régulation et quelles sont les recommandations pour pouvoir être dans un monde de plus en plus régulé, mais aussi les ouvertures, la convertibilité du dinar, l'inclusion financière, l'innovation, les fintech, comment permettre au système tunisien et aux citoyens tunisiens, citoyens et entreprises, de profiter de ces opportunités. Donc, bien sûr, il y a énormément d'enjeux politiques et comment avoir des réformes à la Trump, presque. Je voudrais prendre cet exemple pour avoir des réformes courageuses et urgentes, comme l'a rappelé Siferid, pour rester dans le triptyque que citait Sahar dans son édito, l'inclusion, la confiance et l'usage. Donc vraiment, cette confiance, comment la bâtir et comment la mettre en place. Je voudrais vraiment commencer par un panorama des défis et des enjeux face à BAL 3 et IFRS 9 et la régulation en général. Je vais introduire Kerim Hajeji, qui a un parcours dans le secteur financier, notamment à l'AEG, dans différentes géographies, différentes responsabilités. Plus récemment, en Banque Santander, en tant que Global CEO. Et ça veut tout dire, parce que vous gérez plein d'équipes dans différents pays, dans différentes contraintes, dans différentes régions. Et vous avez vu ces réglementations se mettre en place, ces régulations se mettre en place, mais aussi ces opportunités s'ouvrir. Pourriez-vous nous en faire part et surtout nous donner quelques défis et quelques enjeux qui vont être face au secteur financier tunisien? Marhaba bik. Merci Emna. Peut-être avant de passer aux recommandations, faire une présentation rapide de ces deux réglementations qui sont majeures et qui ne sont pas totalement mises en place en Tunisie, même si la BCT a préparé le terrain. Alors, BAL 3, c'est plus le capital et la liquidité. Donc, c'est l'eau de bilan. Et IFRS 9, c'est plus le compte de résultat. Alors, BAL 3, c'est agit au travers de deux ratios. C'est ce qu'on appelle le LCR, le Liquidity Coverage Ratio, vision à court terme, et le NSFR, qui est le Net Stable Funding Ratio, vision à long terme. L'effet immédiat, et l'effet recherché par les régulateurs, c'est l'augmentation du capital dans une optique de gestion prudentielle des risques, notamment le risque de crédit. En complément de ça, l'IFRS 9, c'est plutôt la gestion et les normes comptables concernant le risque de crédit. Traditionnellement, le risque de crédit est inscrit dans le compte des résultats quand il est constaté. Cette nouvelle norme comptable dépasse ça
et c'est ce qu'on appelle l'expected losses, c'est-à-dire les pertes attendues, selon des modèles standards ou des modèles statistiques. Alors on voit bien là que dans les bilans et les comptes de résultats de banque, il y a un effet de ciseau, d'un côté le compte de résultat et de l'autre côté le haut de bilan et notamment le capital et notamment le Tier 1, c'est-à-dire le capital de bonne qualité. D'une manière générale et indépendamment de la Tunisie, les effets immédiats, c'est une plus grande et une mesure beaucoup plus sophistiquée de la liquidité et donc l'effet sur le capital et des risques de crédit. Effet mécanique aussi, donc c'est l'augmentation du capital, la nécessité d'augmenter le capital d'une banque et aussi la réduction théorique de ce qu'on appelle l'effet de levier, c'est-à-dire l'endettement. Alors pour les banques tunisiennes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'il faut au niveau de la gouvernance être beaucoup plus sophistiqué pour suivre le risque de crédit. Deuxièmement, nécessité d'investissement. Tout ça nécessite des données un peu plus étendues que ce qu'on a historiquement, ne serait-ce que pour mettre en place des méthodes avancées pour suivre le risque de crédit. Troisièmement, et ça nous intéresse de près, donc mécaniquement, toutes choses étant égales par ailleurs, la réduction de capacité de financement, et notamment des PME et des TPE. Alors il y a des effets positifs à côté de ça, et c'est ce que cherche le régulateur, c'est ce que moi j'appelle le darwinisme bancaire, c'est-à-dire au fond, c'est les plus solides qui résistent. Celles qui se gèrent bien, qui ont un bon équilibre en matière de gestion de risque et de financement de leurs clients. Et c'est une manière un petit peu de décompter la compétitivité de marché et de laisser place aux banques les plus solides et éviter les risques systémiques qu'on a vus pendant la crise de subprime. Ça, il faut l'accepter. C'est inévitable. Deuxièmement, et spécifiquement au marché tunisien, il y a des facteurs, on va dire d'environnement, il y a des facteurs liés au microcosme ou à l'agent économique banque. La Tunisie est un marché petit. La profondeur du marché, elle est moins importante. Pour vous donner une idée, et il ne faut pas que ce soit mal perçu, si on prend un pays comme le Qatar, qui n'est même pas quand même Wall Street ou la place de Paris ou la place de Londres, si on rapporte le PIB par tête d'habitant et qu'on projette ça sur la Tunisie, il faudrait une seule banque en Tunisie. Alors tout ça c'est théorique, bien évidemment, il faut quand même assurer la diversification, etc. Mais enfin, ça vous donne une idée. Les banques tunisiennes ont aussi une problématique peut-être plus prononcée qu'ailleurs, qui est dépendance du crédit à court terme et rareté des capacités de crédit à long terme. Et enfin, il y a une contrainte, donc c'est l'éléphant dans la salle dont il faut parler, il y a une dépendance assez importante du financement des agents publics, des entreprises publiques, qui prend quand même pas mal de capacités, alors 20-25%, les statistiques diffèrent. En matière de recommandations, au niveau déjà de l'establishment, c'est-à-dire de la gouvernance publique ou parapublique, je pense qu'il faut éviter l'effet Big Bang. C'est un électrochoc qui sera dur à absorber par les banques et faire du phasing, c'est-à-dire cette réforme réglementaire ou comptable, il faut voir, et la BCT peut aider beaucoup là-dessus, donc faire en sorte qu'elle se passe en douceur, pas trop ambitieuse pour ne pas mettre un choc négatif sur les banques et sur l'économie tunisienne, mais pas non plus l'axe pour que ça s'étende sur des années. Donc ça, c'est un travail commun entre les BCT et les banques. Et ceci étant dit, il y a peut-être plus nécessité de mesurer les impacts avant de commencer cette réforme. Aujourd'hui, du moins sur le plan public, on n'a pas accès à beaucoup d'informations qui permettent un peu de mesurer les impacts banque par banque, secteur par secteur. Donc ça, c'est les deux premières recommandations. Donc phasing d'un côté et amélioration de la transparence des données pour mesurer les effets. Deuxièmement, il faut que les banques améliorent leur gouvernance, notamment en matière de gestion des risques. Ça va demander beaucoup d'investissements informatiques, ça va demander des talents, parce que si on veut aller dans des modèles avancés, statistiques, il va falloir beaucoup de données, et les données qui n'existent pas dans le bilan aujourd'hui, parce qu'on aura besoin de données supplémentaires
pour apprécier la qualité des crédits. On verra avec Samer tout à l'heure aussi la titrisation pour alléger le bilan des banques. Titrisation, ce qu'on appelle originate to share ou originate to distribute, globalement pour alléger le bilan des banques et les distribuer sur le marché secondaire, ce qu'on appelle le buy side. On reviendra sur ce sujet-là. J'ai parlé de l'éléphant dans la salle, les banques publiques. 25% d'engagement, c'est quand même beaucoup. 1. 2, en toute transparence, même si les Tunisiens, c'est un caractère patriotique, on soutient nos organismes et nos entreprises publiques, mais il faut que ce soit fait intelligemment. Il ne faut pas que ça siphonne l'énergie et les capacités bancaires, parce que plus on sera là, moins il y aura pour le reste du monde. Or, et compte tenu de la taille du marché tunisien, les PME et les TPE, c'est des agents économiques majeurs pour la prospérité de la Tunisie, pour l'économie, etc. Donc, il faut, à mon avis, réfléchir comment mettre des mécanismes ad hoc pour gérer l'engagement sur les banques publiques. Troisièmement, je pense que les banques vont investir pas mal, digitalisation, AI, je pense qu'Adriana va parler de ça, pour un peu favoriser la bottom line, c'est-à-dire le compte des résultats via l'efficacité opérationnelle et via la gestion des risques. Est-ce que toutes les banques tunisiennes peuvent le faire de par elles-mêmes? Je vais vous dire, je ne pense pas. On est passé par là. C'est des investissements extrêmement lourds si on le fait bien. Ça veut dire que, quelque part, il y a peut-être une synergie de moyens entre les banques. Pourquoi ne pas créer des hubs communs, des compétences communes, etc. pour ce propos, voire même pour plus, pour s'attaquer au core banking system, le moderniser, etc., etc. Donc là, il faut que les banques apprennent, que ce soit public ou privé, à essayer de mettre en commun leur synergie, ce qui se fait d'ailleurs dans d'autres domaines. Le paiement, par exemple, les banques françaises ont mis en place des structures de paiement qu'elles utilisent sous forme de groupements d'intérêt économique commun, etc., etc. Donc voilà les recommandations clés. Je peux en ajouter d'autres, mais bon, il y a le timing et surtout prêt à répondre aux questions. Merci beaucoup. Donc si je comprends bien, il y a un enjeu d'optimisation et d'optimisation du portefeuille d'actifs, et donc ça peut être contre-productif par rapport à certains acteurs économiques et certains segments. Et notamment les PME et les TPE, et d'ailleurs ça c'est une recommandation aussi. Moi de nature je suis pour l'économie de marché, parce que in fine, c'est ce qui gagne et ce qui permet d'un peu de rationaliser la gestion économique. Mais dans des phases transitoires, peut-être là aussi, il faut voir avec la BCT, est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes, ne serait-ce que transitoires, de protéger un petit peu les PME et les TPE. Il y a des instruments financiers, on peut y réfléchir, la CDC, la BCT, etc. Ce qu'a fait récemment d'ailleurs la BCT. Donc elle fait un travail, mais enfin il faut le continuer un peu plus à la lumière de cette réforme. Moi je suis favorable à des mécanismes particuliers pour un peu donner un coup de push, même dans une période transitoire. Ouais. Effectivement, donc je pense qu'il y a véritablement cet enjeu où BAL 3 notamment va contribuer à être plus exigeant, plus précis en termes de portefeuille et qualité de portefeuille, qui peut être, comme tu le disais, un peu contre-productif. Donc il faut trouver ces solutions face à, on va dire, 3 grands segments de clients. Les entreprises publiques, et j'aime bien rappeler un petit chiffre qui est autour de 17%, autour de 4-5 grosses de l'endettement bancaire qui sont concentrés sur les principales entreprises publiques, Steg, Tunisair, l'Office des céréales, et on connaît la problématique de l'endettement des entreprises publiques. Le deuxième segment que tu citais, c'est les PME. Et la difficulté qu'ils ont aujourd'hui de lever de la dette, et ça va s'accentuer. Et puis le troisième élément, c'est les TPE qui parfois, et tout ce qui est, on va dire, start-up, qui parfois ont du mal à être bancarisés et à avoir du financement. Donc là, je me tourne vers Sithim Chaggour, qui a un parcours dans le private equity au sens large,
qui a contribué notamment à aider des entreprises à faire des IPO et des introductions en bourse, à lever de la dette, à être dans des logiques de privatisation, que ce soit en Tunisie ou ailleurs en Afrique. Il est actuellement managing partner de Capsa Partner. Et donc, j'aimerais bien vous interpeller sur des solutions qui peuvent être adaptées à ces catégories d'entreprises qui peuvent être contraints, Kélim le rappelait tout à l'heure, par cette régulation qui s'impose à nous, qui peut être progressive, mais auquel on doit faire face et on doit y arriver. Merci. Merci, Emna. Moi, de mon point de vue, et surtout pour rebondir sur cette question qui s'impose aujourd'hui par rapport à l'implémentation et le passage en IFRS 9 et BAL 3, c'est un passage qui s'impose bien évidemment pour retrouver des objectifs qui ne sont plus un choix, mais beaucoup plus des musts et des prérequis pour avoir des opérateurs financiers en capacité de suivre nos opérateurs économiques à long terme et qui soient résilients dans le temps. C'est des objectifs, comme vient de le mentionner Kérim, essentiellement de stabilité et de transparence. Le risque dans tout cela, si cette approche de passage est une approche agressive, le risque résiderait certainement dans une accélération des vulnérabilités. Et ça, ça sera, sauf adaptation nécessaire, ça sera un impact très négatif, surtout pour les catégories des opérateurs économiques les plus vulnérables. De mon point de vue et de par le métier que j'exerce, je ne vais pas me répéter un peu des éléments qui ont été largement débattus et que Kérim vient de les expliciter, s'agissant de la progressivité de mise en place, s'agissant de la gouvernance et de la bonne gestion et de la qualité des données à pouvoir gérer à travers les infrastructures internes des banques, s'agissant de la sensibilisation et de la montée en compétence des équipes en interne pour pouvoir drainer ou bien pour pouvoir gérer ce genre de chantier. La question que je peux débattre davantage, c'est que aujourd'hui, le secteur bancaire couvre on va dire plus que 90% du financement de l'économie. Et donc, l'enjeu est énorme en la matière. Et donc, ce passage doit s'accompagner par peut-être des solutions qui s'adaptent par catégorie de clientèle adressée. C'est pas du tout la même chose, ou bien c'est pas du tout les mêmes solutions qui s'adaptent à chacune des catégories. 17% des engagements bancaires sont adressés au profit des entreprises publiques. Ça fait quelque temps qu'on entend et qu'on commence à percevoir un effet et une tendance de financement massif du budget de l'État et des BTA à travers les banques qui est une alternative certes rentable et qui fournit un couple risque-rendement assez attractif aux banques. Mais comme vient de l'indiquer Sifarid Belhaj, c'est le financement du présent et ça n'augure pas d'une possibilité de financement du futur. Reste, disons, la troisième catégorie privilégiée, c'est les particuliers à fort potentiel ou à capacité de remboursement avérée, démontrant une capacité ou bien des ressources stables. Mais ce focus ne fait que stabiliser un fait ou bien une situation dans laquelle on n'est pas sorti depuis des années. C'est que le niveau de bancarisation, étant entendu cette exposition, n'arrive pas à franchir les 30% depuis de très longues années. Et surtout pour la catégorie
tranche d'âge de 20 à 35 ans. Le taux est beaucoup moins élevé que ça. La vulnérabilité sera grave si la transition aux normes IFRS et BAL 3 et à cette panoplie de régulation ne se fasse pas d'une manière progressive et qu'elle ne traite pas surtout pour la catégorie des TPE, toutes petites entreprises, de PME, les PME bien évidemment qui sont en début de phase de croissance ou bien d'amorçage ou bien de création. Ils n'ont aucune capacité d'être financés. Et je reviendrai sur le détail de ce qui fait ce défaut de financement de cette catégorie. Peut-être pour t'interpeller justement sur déjà les PME, est-ce que des solutions de scoring des entreprises, des solutions de plus d'introduction en bourse pour justement donner ce référent et ne pas juste dire on doit progressivement faire, mais il faut aussi mettre des préalables. Juste pour continuer sur l'idée, TPE, PME et même pour les ménages qui ne sont pas bancarisés, une solution de scoring est indispensable. Même avec une montée en compétences en gouvernance interne pour la gestion des données des banques, chacune à elle seule, ça sera insuffisant. De par le monde, il y a des solutions de scoring et de crédit de bureau qui se sont développées pour partager au maximum des données et pour pouvoir être dans une logique prédictive pour onboarder de nouvelles clientèles et pour mesurer correctement les risques des entreprises qui ne sont pas bancarisées. La limite, c'est une limite surtout pour les sociétés, les toutes petites sociétés, c'est de défaut de mise à disposition de garantie ou bien de garantie réelle. À ma connaissance, il n'y a aucune exigence ou bien conditionnalité indispensable pour que le financement soit adressé si garantie réelle n'est pas donnée. C'est un surplus ou bien c'est une amélioration d'exposition. Ce n'est pas l'élément essentiel. Malheureusement, ce qui se passe, c'est le contraire. Peut-être, Kérim, par rapport au scoring des entreprises et des institutions pour scorer, parce que je pense que ça peut être une recommandation forte. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, scorer, c'est quoi? C'est selon des caractéristiques qui peuvent changer d'un segment à l'autre de clientèle. Le particulier, c'est pas pareil que le crédit à la consommation ou le corporate ou les autres institutions financières. Et donc, il s'agit là d'avoir une topographie un peu plus fine, plus quantitative du risque-reward. Du risque d'un côté et du profit, parce que le risque et le reward et le profit marchent ensemble. Et donc, évidemment, ça permet de fluidifier le marché, ça permet de donner la transparence, comme disait Themer. Et ça va être aussi une étape nécessaire pour la fluidification du capital. Parce qu'au fond, le métier d'un banquier, et tout se réduit là, le reste, ça peut être outsourcé, comme dans l'industrie automobile, c'est collecter le capital, gérer le capital et distribuer le capital. Donc c'est ça le cœur de métier, comme le métier du constructeur automobile, c'est le moteur, hein, la carrosserie, le dashboard, les pneus, etc. Ça peut être outsourcé. Et d'ailleurs, on y va. Adriana parlera tout à l'heure de l'industrie du paiement. Aujourd'hui, combien, Adriana? 60% du paiement dans un pays comme le Brésil, qui est en dehors des banques. Et donc, pour distribuer le capital et le gérer, il faut scorer. Il faut savoir quelle est la matière première qu'on a dans son bilan et comment la sortir. Merci. On parlait tout à l'heure justement de cette exigence plus forte par rapport aux capitaux. Et donc, il faut trouver une équation pour améliorer la rentabilité, donc réduire les coûts. Et la digitalisation, les fintechs de façon générale peuvent être un levier. Peut-être je me tourne vers vous, Laurent Thuillier, donc assureur de métier et de parcours. Vous avez parcouru le monde avec Groupama et d'autres structures pour justement accompagner et faire évoluer ce métier. Actuellement, DG de la Star, pouvez-vous justement nous partager votre expérience
Et je vous donnerai ensuite, Adriana, la parole et je vous introduirai par rapport à justement ce levier de digitalisation, comment il peut contribuer à réduire les coûts, optimiser les coûts et comment aller jusqu'à une mutualisation entre différentes banques ou différentes assurances d'un core banking ou des solutions pour les assureurs. Alors, merci beaucoup Emna, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, personne n'est parfait, je suis assureur depuis 35 ans maintenant, sur différents marchés comme vous l'avez dit. Un mot qui est essentiel évidemment pour revenir à la base de ce qu'est le métier, on l'a cité déjà, c'est la confiance. Donc je pense que déjà, quand un assureur fait bien son métier, c'est-à-dire tout simplement, il paye des sinistres. Je pense que des fois, il faut revenir vraiment aux notions de base et à la mission principale. On est là bien pour faire en sorte qu'au moment où il se passe quelque chose, un sinistre en l'occurrence, eh bien l'assureur sera là dans les temps et assumera sa mission de compensation et de remise en état. On assure, la mission est noble, on assure des biens et des personnes. Alors, ça paraît facile, mais évidemment, c'est toujours plus compliqué à mettre en œuvre. Alors, pour ce qui est des technologies, comment aujourd'hui on intègre un petit peu tout ça. Alors, c'est clair que on ne peut pas s'en passer. Le métier de l'assurance est de fait complexe. Mais toujours, je pense qu'il faut, avant de se lancer, ça a été dit dans des programmes, il faut éviter de confondre vitesse et précipitation. La technologie, ça coûte cher, c'est des enjeux majeurs dans nos industries, que ce soit la banque ou l'assurance. On investit énormément, évidemment, dans les systèmes d'information, ça coûte très cher, ça s'amortit sur du long terme et on peut difficilement se tromper plusieurs fois. Parce qu'une fois qu'on commet des erreurs d'investissement, on les paye très cher, très longtemps. Donc il faut faire attention où on met nos investissements dans la technologie. Et comme toujours, il faut d'abord se fixer le cap. Dire, pourquoi on le fait ? Si on n'a pas la stratégie, si on n'a pas l'ambition, si on ne sait pas pourquoi on fait un investissement en technologie, on se fait un peu plaisir. On a tous des informaticiens chez nous, ils ont tous d'énormes capacités innovatrices, ils ont toujours de bonnes idées, mais est-ce que ça a un intérêt ? Pourquoi on va le faire ? Et est-ce que ça a une rentabilité, bien sûr ? Donc, je pense que c'est un peu basique ce que je dis, mais je pense que c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut rester très clair. Donc après, effectivement, la technologie touche à peu près toute la chaîne de valeur dans le monde de l'assurance, bien sûr, pour approcher des prospects, pour animer et j'ai envie de dire, réenchanter la relation client. C'est important puisqu'on a un déficit de confiance. Hein. Je rappelle, pour la Tunisie, la pénétration d'assurance dans le PIB, c'est 2,5%. Donc c'est très faible. Alors, vous avez cité, effectivement, j'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs marchés, que ce soit la France, l'Angleterre, la Roumanie, la Grèce. Bon, alors, il y a des pays similaires, hein, que la Grèce ou la Roumanie, c'est finalement à peu près pareil. Si on regarde un pays comme la France, on est plutôt autour de 8-10%. Donc, on voit. Donc, c'est pas une question non plus de développement économique, c'est simplement la proportionnalité par rapport aux capacités du pays. Et en Tunisie, on est, un certain nombre de collègues dans la salle, on souffre effectivement du développement du marché de l'assurance. Alors comment est-ce que la technologie peut aider ? C'est effectivement déjà à rendre l'information transparente et fiable. Enfin, je veux dire, moi j'ai l'habitude de fixer en fait 3 principes d'action en ce qui me concerne, c'est être ce que j'appelle être prédictible, être fiable et être simple. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire ça ? Prédictible, c'est tout simplement, est-ce que je suis capable de dire ce que je vais faire ? Est-ce que je suis capable d'annoncer mon client, ben voilà, quand vous venez à la Star, voilà la démarche qui va s'offrir à vous. Et évidemment, le point clé, c'est surtout au moment du sinistre. Qu'est-ce qui va se passer et surtout dans quel délai ? Donc évidemment, après, je transcrirai ça dans la technologie, mais pour faire ça, il faut beaucoup de technologie. Mais donc, c'est est-ce que je suis déjà capable d'être prédictible ? Évidemment, le deuxième pilier, c'est est-ce que je suis fiable ? Est-ce que j'ai fait ce que j'ai dit ? Est-ce que mon système d'information, est-ce que tout mon process, je le maîtrise suffisamment pour que, en fait, j'arrive à quelque chose d'optimal, c'est d'apporter ce que je qualifie d'une garantie de service à mon client. Est-ce que je peux vous garantir
que, par exemple, pour les PME, PMI, c'est évidemment fondamental dans leur cas, en cas de sinistre majeur, je peux vous garantir qu'à hauteur de 50% du sinistre, à dire d'experts, vous serez payé dans les 5 jours. C'est clé pour un industriel ou même pour un artisan ou un commerçant. Il y a une inondation, on l'a tous vécu au mois de janvier, d'un seul coup il perd son outil de travail. Si on est capable de lui dire dans les 5 jours, je vais vous payer à dire d'expert 50%, et je vous le garantis, c'est-à-dire que c'est... voilà, j'ai pas... Pardon. Bon voilà, c'est des choses sur lesquelles la technologie aide énormément. Donc je le dis sur l'expérience client, sur la capacité à avoir une information transparente et claire, donc par exemple au travers de toutes les applications qu'on met à disposition de nos clients pour faire de la souscription, mais surtout pour échanger de l'information, avoir le suivi évidemment des sinistres, où en est mon sinistre. Donc si j'ai effectivement une application qui me permet de suivre ça de manière simple et claire, ça facilite énormément. Après, il y a évidemment des aspects beaucoup plus techniques sur le pricing, sur la lutte antifraude. Donc on a la chance, là aussi je voudrais insister sur le fait qu'on a la chance en Tunisie qu'il y a effectivement un très grand panel de startups qui peuvent aider à trouver des solutions et qui peuvent surtout aussi combiner par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. On a des gros systèmes, ça coûte très cher, donc travailler souvent avec des startups là-dessus, c'est pas évident parce qu'on n'a pas forcément le même langage et on n'a pas forcément les mêmes visions sur ce qui est core system ou voilà. Par contre, développer des solutions plus simples, agiles et faciles et de faire un peu du test and learn, alors là, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut continuer à travailler. Alors, juste pour vous citer à l'instant, on a créé ce qui s'appelle un Star Lab, donc où on accueille effectivement un certain nombre de startups et on fait du test and learn sur des points très précis, sur développer du scoring, par exemple, pour les agents, pour avoir la facilité pour eux de suivre leur progression, des challenges. Voilà. Donc on peut développer des petites choses comme ça. Et ça, c'est vraiment une force pour la Tunisie. On l'a dit, le tissu économique, il est surtout TPE, PME. Et dans les technologies, on trouve une foultitude d'options. Et ça, c'est vraiment très, très important. Très bien. Merci, c'est très clair. Et effectivement, ça me permet de poser une question similaire à Adriana. Adriana Minorescu, DG de Glovo. Adriana a un parcours dans le private equity et le consulting, notamment à Londres. Tu as aussi accompagné pas mal d'entreprises roumaines à lever de la dette, donc un parcours assez diversifié et une découverte de la Tunisie depuis 6 mois. Et justement, ces sujets de fintech et ces sujets de digitalisation, tu les vois, tu les vis et tu vois les limites de l'exercice. Donc déjà, peut-être première question par rapport à cette digitalisation, comment tu la vois en Tunisie et comment ça peut être un accélérateur pour améliorer l'expérience client, comme le citait Laurent, et comment réduire les coûts, comme l'exigeait Kelly? Very good question. So, a delivery company, by nature, works more with small and medium enterprises rather than large companies. And when we talk about delivery, this is a business notoriously difficult to turn profitable. If you look at all the major players, looking outside Glovo, you can look at all the major players, whether it's Chinese, whether it's in Meituan, whether it's DoorDash in the US. These companies, it took over 10 years for them to turn profitable. So their major focus point is small and medium enterprises. Now, when you go to these very hardworking people, what we discovered is they have a sense of intuitive business rather than very well documented in a digital and a payment ecosystem. We found a huge appetite for people to understand, but also a fear of how can we adopt. And this is where AI and fintech come in, because, for example, through any delivery company, we have a wealth of knowledge about small and medium enterprises that have no credit history. Their first footprint, digital footprint, happens through this delivery company. And going back to the conversations we've had around scoring, while larger companies may or may not, but
we would say they're more easier to score. Small companies in rural areas are notoriously difficult to predict. And when you look at everything macroeconomically happening around them, they don't seem very reliable. So what AI can do is pull in data that has not been previously used to benefit or to understand these companies better, whether it's a delivery, and then you can look at their evolution, look at their commitment to certain events, you can look at how well they manage surpluses in demand and downpour. So this tells you both qualitative data about the reliability of the people working there and quantitative data. Are they increasing their market share? Are they responsive to market demands? If we go a lot more than small and medium enterprises, if we look at end-to-end consumers, there is also a use case for scoring end-to-end consumers. AI can also pull in data, for example, looking at their utilities bills or their consumption pattern that can further inform the reliability of these people. So going into fintech and AI and how can they benefit, there's a wealth of data out there that we can use and further inform our decisions. And then, so that is, let's say, the practical use of AI for companies. Then you have the other part, which is, do people want to opt into digitalization? And here I believe a great deal we should be looking at what are actually literal grassroots understanding of these people. What are their barriers? And then what do they need to opt in? Thank you, very clear. And I think it's important d'insister sur l'IA et l'enjeu de l'IA et des fintech, avec des enjeux de régulation, des sandbox, de tous les préalables nécessaires pour que ça fonctionne bien. Mais on n'a pas le choix. Enfin, notre ami doit être Claude ou ChatGPT ou quel que soit le partenaire. Mais cette vague, il ne faut pas la louper, surtout dans un pays comme la Tunisie. Peut-être pour avancer sur le débat et sur les solutions, je me retourne vers vous, Themer et Kerim, autour de cette titrisation, de cette liquidité, de cette fluidité des capitaux. Quelles sont un peu les solutions qu'on peut continuer à promouvoir et à pousser en Tunisie pour mettre les premières briques? Peut-être Themer d'abord, Kerim ensuite. Enfin, alors, la titrisation, c'est un mécanisme parmi d'autres et d'une manière générique globale, c'est ce qu'on appelle l'originate to share ou l'originate to distribute. Dans cette cœur de métier de la banque, on a dit tout à l'heure collecter, manager et distribuer le capital, c'est la partie entre manager et distribuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, compte tenu de ce qu'on a dit au début, donc la pression sur le capital, sur la liquidité, sur le risque de crédit, soit la banque garde ses crédits, ce qu'on appelle originate to hold, crédit de maturité 20 ans, elle le garde 20 ans. Elle gère toute la profitabilité et les risques de crédit, soit elle en sort une partie ou totalement. Donc d'abord, il y a la syndication. Syndication, c'est un peu la tontine chinoise, c'est-à-dire face à un financement d'un grand corporate ou une LBO, en fait, on se retrouve avec une banque qui est arrangeuse, mais d'autres banques aussi qui participent au prêt. Ça permet de distribuer le risque et ça permet un peu de mieux gérer donc, et d'alléger le bilan que la banque ne fait pas face, une seule banque, à l'ensemble des engagements. Après, il y a ce qu'on appelle le crédit transfert. C'est là où la titrisation intervient. Grosso modo, on prend une partie de la banque, du portefeuille de crédit, et on le transfère au buy-side, à des acheteurs. Themer parlera tout à l'heure de par son métier, comment les private equity funds peuvent participer à ça. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le bilan, il faut identifier les crédits. Il y a une grosse consommation de data
là-dessus, et data, encore une fois, qui n'existe pas, le bilan, il faut le compléter, au regard des données nécessaires par le buy-side. Donc, collecter les datas du bilan, les structurer, les segmenter, les pricer et les vendre. Là aussi, on voit qu'il y a un transfert de risque et un allègement du bilan et un coût d'oxygène pour le capital. Après, il y a ce qu'on appelle le transfert du risque de crédit. La banque garde l'actif et transfère le risque de crédit lié à l'actif. Il y a des tas d'instruments. Le plus connu, c'est le CDS, le Credit Default Swap. Et puis après, la vente sèche, donc, elle prend une partie des crédits, elle les organise en portefeuille selon des caractéristiques et elle vend. Tout ça dans une optique d'allègement du bilan, diminution des risques et coût d'oxygène pour les fonds propres. Et là, donc, dans une économie circulaire, cet allègement, ça lui permet de financer encore plus, de revenir à ce qu'on disait, les entreprises publiques, les PME, les TPE, etc. Donc en réalité, c'est alléger le bateau pour prendre plus de marchandises et encore financer l'économie. Ça nécessite quand même, d'un côté, une sophistication plus que ce que ça existe aujourd'hui dans le marché tunisien. Les buy-side, c'est les assureurs, c'est les asset managers, c'est les fonds, c'est des structures ad hoc, etc. On peut imaginer, dans le cas spécifique de la Tunisie, pour les structures ad hoc, de réfléchir un petit peu à ce marché public, dans quelle mesure les pouvoirs publics, la CDC, etc., et ça existe ailleurs, peuvent mettre des SVP, Special Purpose Vehicles, qui sont des structures légales spécifiques pour le marché public, dans une optique où il ne faut pas choquer quand même des entreprises publiques qui sont stratégiquement majeures pour la Tunisie. Donc, structuration du marché, mais aussi structuration des métiers. Ça demande des talents, ça demande d'autres métiers qui n'existent pas, ça demande d'autres produits financiers qui n'existent pas. Et franchement, je ne vois pas comment les banques tunisiennes peuvent continuer à garder leur capital. Il ne faut pas quand même manager et distribuer le capital. Et peut-être, Samuel, tu peux éclairer un peu plus, vu de ton angle d'investisseur, cet aspect-là. Peut-être, Samuel, excuse-moi, comme on nous met un peu de pression sur les délais, et je voudrais quand même qu'on focus sur les opportunités pour ne pas être que sur les risques. Donc je pense qu'on a bien échangé sur les contraintes, et ça c'est important. Mais il faut qu'on soit conscient qu'on est sur un taux de bancarisation qui est à peine de 40%. Donc il y a 60% de la population qu'on n'est pas en train d'adresser aujourd'hui, et je voudrais qu'on consacre un peu de temps à ces sujets-là. Donc il y a un enjeu de moyens de paiement et comment favoriser plus de moyens de paiement avec des fintechs, avec plus d'acteurs qui sont dans le digital payment, première question. Deuxième enjeu, il y a la microfinance qui est là, qui est en train d'être un premier aussi levier d'inclusion. Donc comment soutenir, comment aller sur des solutions encore plus intéressantes. Et puis il y a un troisième levier qui est la convertibilité du dinar et cette ouverture par rapport à l'international. Donc c'est vraiment les trois piliers auxquels il pourrait avoir quelques idées. Donc je pense qu'on a bien échangé sur les contraintes et les éléments prudentiels, mais je voudrais qu'on prenne un peu de temps de conclusion ou de recommandation autour de opportunités, et les opportunités sur lesquelles on n'est pas en train de suffisamment investir, insister pour aller plus loin. Peut-être en premier thème, après. Oui. Rapidement, la tétrisation, certainement, c'est une mécanique qui allège d'office le bilan, mais il y a une disposition réglementaire qui n'est pas très en faveur. Et d'ailleurs, depuis 2005, nous n'avons eu que, pour opération de tétrisation, que 2 opérations lancées par une banque, par la BIAT, et que ça ne s'est pas répété, étant donné que le cadre législatif il est un peu contraignant vis-à-vis de la classe de risque à prendre en considération. D'autres alternatives, et pour positiver, les alternatives, vous avez évoqué cet aspect payment. C'est un excellent vecteur et un excellent moyen d'emborder toute une catégorie non bancarisée à des opérations officielles, dans l'officiel de l'économie. Ce qui reste à faire par rapport à ça, c'est d'essayer de promouvoir davantage de cas d'établissement de paiement pure player, indépendant des banques. L'originalité du modèle est de faire de ce genre d'opérateurs des opérateurs qui sont transverses et qui permettent par la suite de donner à leur clientèle
d'être bancarisé et de ne pas toucher à travers le réseau de la banque juste un excédent de services à travers l'opérateur de paiement. Je passe rapidement à l'aspect microfinance. Microfinance, c'est un domaine où la régulation est moindre en matière de taux et en matière de possibilité de pricing de risque. Et donc, et c'est ce qui fait que le niveau moyen de rendement est de 25%. Et ça atteint parfois 30%, mais ce n'est pas du tout antinomique avec la croissance ou bien avec la valeur ajoutée donnée à leur clientèle. Et la meilleure preuve pour ça, c'est le taux de croissance que cette activité ou bien cette filière est en train d'avoir chez nous en Tunisie. Pas mal d'entreprises, de courbes de croissance d'entreprises locales en témoignent. Ce qui est intéressant par rapport à cet élément gagnant ou bien successful, c'est de promouvoir cette tendance à travers la possibilité de les fournir en ressources. Je m'explique. C'est une activité qui nécessite une mise à disposition de ressources substantielles et continues. Et donc, derrière les microfinances, il va falloir mobiliser des ressources à travers des compagnies d'assurance, qui sont les meilleures, disons, entités en matière de collecte d'épargne, et les banques. Le dernier point qui concerne parfaitement ce dont le métier que j'exerce, c'est le private equity. Private equity, peut fournir à la banque une possibilité d'arbitrage en matière d'allocation de ressources, mais l'avantage derrière, c'est qu'il peut servir de dérisquer certains risques, certaines relations, de pouvoir faire ce que malheureusement les banques, à travers leur taille, ne peuvent pas le faire, d'avoir une proximité des sociétés financées, une capacité de les accompagner, mais surtout de les pourvoir ou bien de les fournir en capitaux propres. Et ces capitaux propres, ce ne sont que des multiplicateurs de financement de la part des banques. Et donc l'implication des banques, toutes sortes d'établissements financiers dans le financement de private equity est à double effet. Déjà, ça prépare mieux une bancarisation massive, il est de nature à promouvoir la croissance et le financement par la suite sous forme de dette. Actuellement, c'est une activité qui est drainée ou bien, je vais le dire directement, qui est appuyée par une incitation fiscale, tout le monde le sait, mais l'idéal est que ce soit intégré dans les KPI des banques de manière à mesurer l'impact sur du long terme à travers une possibilité de bancarisation et de suivre les sociétés financées en private equity une fois réussies et une fois en phase de croissance et de réalisation d'ambition. Très bien, merci Kérim. Non, je suis d'accord avec Semer et avec vous, Emne. Rapidement, pour une question de temps, oui, je pense que le paiement, il ne faut pas s'attacher au paiement dans une banque. Le combat, il est perdu. Franchement, moi, je vois dans le marché américain, sud-américain, asiatique, européen, soit on laisse passer, soit on fait de groupements d'intérêt économique spécialisés dans le paiement dans lesquels les banques sont actionnaires, soit on a un outsource chez Santander, on a une filiale spécifique qui s'occupe uniquement du paiement. Il ne faut pas se battre là-dessus, mais il faut aller plus loin. La microfinance, donc le rêve serait que Fatma ou Lali Fitounes, il peut, d'une manière rapide, en 3 clics, financer une PME ou une TPE dans le nord de la Tunisie. Ça existe aujourd'hui. Donc il faut favoriser tous les canaux et ça permet un petit peu à faire rentrer d'une manière efficace plus d'acteurs du financement de l'économie tunisienne. Vous avez parlé du change, hein, donc de la convertibilité, ça c'est le serpent de mer. On a vu tout à l'heure dans la vidéo de départ, il y a eu des progrès, il faut aller plus loin. Juste une chose, on parlait avec Sitar tout à l'heure de la diaspora. La diaspora aujourd'hui, c'est l'année dernière, il y a 2 ans, c'était le double du tourisme, l'entrée d'argent.
le double du tourisme. Vous vous rendez compte? Donc, alors, la diaspora, ça n'est plus l'ouvrier chez Renault, hein. C'est l'entrepreneur, c'est l'ingénieur, c'est le médecin. Et il y a un appétit pour financer la Tunisie. Et donc, ça va avec la convertibilité du dinar, et ça va avec le paiement, et ça va parce que le paiement, il y a ce qu'on appelle l'embedded effect, c'est-à-dire le change qui est dans le paiement, dans beaucoup de cas. Et je pense qu'il faut prendre des risques. Il est temps maintenant de prendre des risques. Alors les risques mesurés, on peut mettre des conditions, on peut, bon, bien évidemment, on a peur de la fuite des capitaux, on peut dépasser ça, et je pense qu'il faut prendre des risques. Et je termine, la Tunisie, on parlait hier soir de l'Union européenne, la Tunisie, elle est aussi européenne depuis des millénaires. Okay, donc on peut parler d'Hannibal, on peut parler de Carthage, on peut parler des Phéniciens, on peut parler, etc. Et donc on ne peut pas d'un côté être universaliste, du moins européen au sens culture aussi, à côté de notre culture spécifique et au sens économique, et en même temps être un peu trop titillant sur ce qui permet un petit peu de tirer profit et de maximiser l'avantage de cette universalité. Merci. Adriana, peut-être par rapport au digital payment et comment booster encore plus? In terms of digital payments, what we found that what our end users look for, first of all, is reliability. The systems need to work. If you're trying to convince somebody that to switch from cash to credit cards need to work all the time. Then the second thing is safety. People need to know that their money is secure. They need to know that there is a mechanics in place that is advanced and that is there to protect their money. And then the third thing is when their money for some reason gets blocked somewhere, that they have a partner to talk to into financial institution, at the vendor, their bank, whoever is the weaker chain on that value chain. Because people get very anxious when they have no visibility about their finances, they have no visibility about will it get solved, will it get solved in our favor. So that is where we struggle the most. On the app, we both have cash and credit. If for some reason cash doesn't work, we see a marginal change into credit cards. But when credit cards don't work, we see a higher converting into cash. So ultimately, cash, people still feel that cash is safe, which is detrimental because at the end of the day, cash is not as transparent, cash is not as predictable. Cash is expensive. While the end users may or may not see that, for vendors, cash is ongoingly expensive. So in order to accelerate this transition, you have first the part of education, of people understanding what are the benefits, having a partner in the Tunisian financial system that they are here to solve your problems, and then you will not get cheated. Your card should not be cloned, your information should not be stolen. If, however, it is stolen, you have a partner that's here to solve you. Très bien, très bien. Je pense qu'il y a vraiment ce côté éducation, confiance, pour que justement on soutienne et on encourage. Peut-être Laurent, pour terminer, justement. Très rapidement, je vais être très rapide. Mais donc, une initiative au niveau des moyens de paiement. Donc, on a mis en place, et je pense que la Star était la première sur le marché à le faire, c'est au travers de TPE de pouvoir déjà faire des paiements différés. Donc ça, bon, de temps en temps, évidemment, pour les citoyens, les primes d'assurance peuvent être charge lourde à décaisser en une fois. Donc la possibilité d'étaler sur 3 mois, 6 mois est quelque chose d'important comme service à fournir. Et puis ça rejoint aussi la notion du scoring, puisque si on voit qu'effectivement le client ou l'entreprise paye régulièrement ses mensualités, bon, bah, quelque part ça contribue à lui attribuer un bon scoring par la suite. Donc évidemment, on en est encore à une phase exploratoire pour aller au-delà et effectivement voir comment pouvoir
collecter et payer des sinistres dans des wallets et des choses qui pourraient d'ailleurs connecter ensuite derrière à des systèmes de fidélisation, des programmes de fidélisation avec d'autres partenaires. Donc ça, c'est des choses qu'on peut regarder. Et puis, pour terminer sur la microfinance, c'est clair qu'aujourd'hui, bon, il y a le microcrédit qui permet évidemment de financer des petites, à titre personnel ou des petites entreprises, vient compléter évidemment l'assurance. Il faut sécuriser les revenus, il faut sécuriser, tranquilliser les ménages. Donc il y a certainement une complémentarité à trouver avec de grands acteurs de place qui existent déjà sur le microcrédit. Et évidemment, on va regarder tous ces aspects prochainement. Très bien. Merci beaucoup.